Mais quand j'ai lu une préparation pour faire du marathon, je lui ai dit: «Mais du fractionné, tout ce sacrifice, tu l'as trop fait quand tu es jeune. Non, c'est pas ça». Et là, mon père m'a dit: «Mais il y a une course de village dans 3 semaines ici en Ariège, où on part de 700 mètres d'altitude, l'arrivée c'est en sommet d'un pic à 2200 mètres. C'est dans 3 semaines, on va faire ça». J'ai dit: «On fait ça». Il m'a emmené courir, à l'époque, je croyais que c'était une montagne, mais finalement c'est une colline. En haut, il m'a fait une sortie trail en haut d'une colline, et depuis ce jour-là, le virus m'a pris, je cours tous les jours ou presque. J'avais quand même dans les jambes de faire les 105 km et 1500 mètres dénivelé de seul round. Sauf que ce que je savais pas, c'était les conditions météo qu'on allait avoir, et aussi la difficulté et la technicité de ces montagnes. Parce que comme toute personne, on te dit un pic à 900 mètres d'altitude, tu dis ouais, 900 mètres d'altitude, c'est rien. Sauf que 900 mètres d'altitude dans le nord de l'Angleterre, c'est des conditions entre 3000 et 4000 mètres ici, quoi. Tout givré, nos montres givrées, nos cheveux givrés, nos frontales givrées, voilà. Visibilité à 5 mètres ou par moment 2 mètres, mais il fallait avancer. Et donc à un moment donné, sur une crête technique au milieu des rochers, mais c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé, c'est que la technicité a fait qu'on n'avançait pas vite. Et en fait, je voyais qu'il fallait que je me donnais à peu près 5-10 mètres pour continuer à avancer tout droit, et après il y avait un virage à droite. Et en avançant, j'ai fait un pas, et je me suis retrouvé avec 200 ou 300 mètres de vide sous ma chaussure. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire: vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nahuel Passera, un véritable monument de l'ultra-trail français. Athlète de haut niveau, Nahuel possède un palmarès qui s'étoffe de façon significative au fil des saisons. En marge de sa participation à certains ultra-trails parmi les plus prestigieux du monde, comme le Tour des Géants, l'Andorra Ultra Trail, la Transgrande Canaria ou encore la Diagonale des Fous qu'il a terminé à la 14e place, il a remporté le Trail des Citadelles, le Schcal Trail, l'Euphoria, un 230 km en Andorre, et a fini 2e du Grand Raid des Pyrénées. Amoureux des grands espaces, de l'effort et du dépassement de soi, Nahuel trouve un plaisir certain à se frotter à des courses dans des environnements montagneux exigeants, à la verticalité et à la technicité étourdissante. Et si cela peut être en plus sur un parcours sans balisage, c'est encore mieux. Vous l'aurez compris, Nahuel est un homme d'aventure et de défis, et celui qu'il va nous faire vivre aujourd'hui en est un d'envergure, avec ce Bob Graham Round, une course atypique dans le nord de l'Angleterre. Nahuel y partage avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme sa participation à cette course mythique. Vous l'entendrez à travers ses mots, il y transpire à chaque instant ces valeurs qui lui sont si chères de solidarité, de dépassement de soi, de détermination et de respect des autres et de son environnement. Mais je ne vous en dis pas plus. Nahuel va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, la crème anglaise. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Nahuel, je suis ravi de te recevoir dans ce 33e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Vraiment heureux d'être parmi vous pour un nouveau podcast très, très intéressant qui s'annonce. Je n'en doute pas. Oui, il sera très intéressant, il n'y a aucun doute là-dessus. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, Nahuel, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore ? Avec plaisir, je me présente, Nahuel Passera, j'ai 36 ans. Je réside en Ariège. L'Ariège, pour le situer, pour ceux qui confondraient encore avec l'Ardèche, c'est au pied des Pyrénées, c'est entre Toulouse et l'Andorre. C'est le plus beau département de France, mais pour ceux qui sont déjà venus... Juste derrière Paris, je crois. C'est ça. Ex aequo. À la photo, un jury très objectif. À la photo finish, on a franchi la ligne en premier. Mais là-dessus, je suis un jury qui peut juger parce que je suis né dans les Yvelines. C'est un peu paradoxal parce que mon image est très liée à la montagne, mais faut pas oublier d'où on vient. Donc je suis né dans le 78, pas très loin de chez toi. Un titi de l'Île-de-France. C'est ça, faut pas oublier ses racines. Mais voilà, je vis depuis une quinzaine d'années en Ariège, donc au pied des Pyrénées. Et je suis papa de 2 enfants.
qui ont 5 et 2 ans et demi, donc Aina et Andrea. Et voilà, professionnellement, je travaille sur 2 tiers de mon temps pour l'Ariégeoise Cyclo-Sportive, qui est la 5e cyclo de France, qui réunit, dans le monde d'avant, qui réunissait 5000 coureurs tous les derniers samedis du mois de juin. Et sur un tiers de mon temps, je travaille pour les courses du Challenge Montcalm, où j'ai une partie un peu plus technique. À l'Ariégeoise, je suis chargé de communication. Et sur le Montcalm, j'ai une partie un peu plus technique parce que je suis le créateur de la Pika Pika, l'ultra de montagne qui fait 109 km et 11 500 mètres de dénivelé. Donc je travaille au développement et à la gestion de cette course et des autres courses dans le cadre du Challenge Montcalm. De sacrés beaux morceaux de course d'ailleurs, en écoutant le dénivelé et les distances. Ah, c'est un concept à part. C'est un concept à part. Voilà, ça a été créé en 2018. On a fait un ultra de montagne. C'est un peu ma vision de la montagne. L'organisateur est venu me voir. Il m'a demandé d'organiser un ultra. Je lui ai dit, mais avec grand plaisir. Mais c'est à l'image de nos montagnes, c'est à mon image, à l'image de notre vallée, de nos valeurs. Et c'est plus de l'ultra trail, c'est de l'ultra de montagne, clairement. Si on rembobine un petit peu, le sport a joué très tôt un rôle essentiel dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de la place qu'a tenu le foot dans tes jeunes années puis à l'âge adulte ? Oui, depuis que je suis né, j'ai toujours été animé par ce besoin de me dépenser très tôt. Donc, mais je suis tombé dans le monde du foot très tôt. Et mon premier entraînement de foot, j'ai joué sur le terrain, mais j'étais déjà plus costaud et en avance sur les autres. Donc très vite, on m'a dit, t'es bien gentil, mais ça serait bien que tu ailles un peu dans les cages pour que les autres puissent s'amuser aussi. Et donc j'étais dans les cages et ça m'a de suite plu. Ma maman était gardienne de but aussi, ça a peut-être y joué. Et donc gardien de but. Et on dit que c'est là où on met les fous, mais ça m'a bien plu de suite. J'ai accroché. Tu as très vite bien performé. Oh, oui, très vite, la passion, comme toute passion, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu de suite quelques capacités qui ont été décelées, on va dire. Et donc je suis parti à 13 ans de chez moi, donc à Châteauroux, dans le centre de la France, pour la première année à intégrer le sport-études et après pendant 2 ans intégrer le centre de formation. Et après mes 3 années dans le Berry, direction Istres, le sud de la France, ou toujours pour le foot, où là j'ai fait une année en formation et après pendant 2 ans j'étais dans le groupe pro, mais j'ai jamais réussi à en faire mon métier, à réaliser mon rêve de devenir footballeur professionnel, où je me suis arrêté à la dernière étape, j'ai pas pu signer contrat pro. À quel moment est-ce que la course à pied elle a plus particulièrement fait éruption dans ta vie ? En fait, depuis très tôt, parce que j'ai eu un père ultra sportif. Et donc, il m'a toujours voir mon père aller se lever à 4h du matin ou 5h du matin pour aller en vélo au travail ou préparer des marathons à l'époque à la frontale. Donc, ça m'a bercé. J'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers, donc je faisais les crosses et tout ça. J'étais pas très assidu, malheureusement, au cours de secourisme, mais j'étais vraiment très content de courir. Donc, j'ai toujours aimé courir. Gardien de but, j'étais le gardien de but, certains tests Vameval où je battais tous les joueurs de champ. Donc j'ai toujours eu une facilité cardiaque pour courir, mais donc je me suis ma pseudo, c'est même pas une carrière, mais ma pratique du football à niveau national s'est terminée en CFA2 en 2010, si je me rappelle bien, ou 2010, oui. Et donc je me suis blessé à l'épaule, j'étais en rééducation en Cap-Breton, et là quand je voyais tous les sportifs de haut niveau à mes côtés faire les efforts pour revenir au plus haut niveau et pour revenir à un niveau de performance optimal le plus rapidement possible. Je me suis dit, mais Nahu, ça fait 6 ans ou 7 ans que t'es revenu dans le monde amateur. Tu joues au foot, chaque échauffement, tu te demandes pourquoi t'es là, pour t'arrondir les fins de mois et pour justifier parce qu'on t'a embauché. Mais c'est plus ça que tu veux, voilà. Donc j'ai coaché, c'était super intéressant. J'ai coaché jusqu'au niveau national des jeunes aussi. Et donc comme je faisais rien, mais j'ai pris du poids. Et à peu près en 2011, je pense que au cours d'une soirée, j'ai franchi la barre des 100 kilos. Et donc là, mon père m'a dit, Nahu, il va falloir quand même faire quelque chose. Je me dis oui, ça c'est clair, il faut que je reprenne le sport. Je m'étais toujours dit que je me mettrais à courir après le foot. Mais je dis c'est l'occasion. Le seul souci dans tout ça, c'est que quand j'ai lu une préparation pour faire du marathon, je me dis mais du fractionné, tout ce sacrifice, tu l'as trop fait quand t'es jeune. Non, c'est pas ça. Et là, mon père m'a dit mais il y a une course de village dans 3 semaines ici en Ariège, où on part de 700 mètres d'altitude, l'arrivée c'est en sommet d'un pic à 2200 mètres, et c'est dans 3 semaines, on va faire ça. Et j'ai dit, on fait ça. Il m'a emmené courir, à l'époque je crois que c'était une montagne, mais finalement c'est une colline. Il m'a fait une sortie trail en haut d'une colline, et depuis ce jour-là, le virus m'a pris, je cours tous les jours ou presque. Et comment s'est opérée ton évolution vers les efforts d'ultra-endurance ? Est-ce que c'est un choix délibéré, une trajectoire que tu avais en tête, ou est-ce que c'est des opportunités qui sont présentées à toi au fil de l'eau ? Non, c'est très vite.
C'est très vite, j'ai commencé après c'est un parcours un peu atypique, mais j'ai commencé en juillet 2012. En mars 2013 ici, il y avait la course la plus longue à l'époque qui s'appelle le Trail des Citadelles qui fait 73 kilomètres. J'étais finisher en mois de mars de cette course de 73 kilomètres et au bout de 2 ans, je faisais 30e de la diagonale. Mais c'est de suite, j'ai eu envie de faire du long. Ça a été fulgurant comme ascension. Ah, clairement. Enfin, à la fois dans les distances et dans les résultats que tu as pu obtenir. Oui, clairement, les résultats sont arrivés plus vite que la longue distance. Mais quand j'ai commencé à avoir des résultats, on m'a dit non mais Nahu, tu veux faire du long, mais tu performes sur du court. J'ai dit moi performer, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux, c'est vivre des expériences. Donc même si c'est pour finir le dernier finisher de la diagonale parce qu'à l'époque c'était la diagonale qui me faisait vibrer et après très vite c'était la Ronda del Cim, mais même finir dernier finisher de la Ronda del Cim. Moi dans les récits, dans les images de ces gens qui vivaient de l'ultra endurance, il y avait des choses qui se dégageaient de leur regard, de leurs yeux, de leurs émotions. Je me suis dit c'est ça que je veux vivre. Hormis le Bob Graham Round dont nous allons largement parler aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux étapes charnières de ta vie de trailer jusqu'ici, une course, un moment, une rencontre, qui ont fait basculer ta vie de sportif et peut-être même ta vie en général dans une nouvelle dimension? Oui, je pense qu'il y a une époque charnière. J'aime pas parler que de ma pratique par rapport aux résultats, mais celle-là, c'est vraiment ce qui a tout changé. C'est que donc, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en juillet 2012, et très vite, à côté, j'ai regardé les courses qui se faisaient, et au mois de juillet, ici, dans les Pyrénées, il y a l'Andorra Ultra Trail. Et donc, la course phare de l'Andorra Ultra Trail, c'était la Ronda del Cim qui faisait, parce que malheureusement elle a disparu, qui faisait 170 km et 13 500 mètres de dénivelé. Donc là, on est vraiment dans de l'ultra de montagne. Et donc, ça m'a fait rêver de suite. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'en juillet 2016, je l'ai gagné. J'ai réalisé mon rêve. J'ai franchi la ligne, tout s'est relâché. J'ai regardé l'organisateur, j'ai dit, voilà, maintenant j'ai fait ça, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Il m'a dit, on a un projet qu'on va lancer là, ça s'appelle l'Euphoria del Cim, c'est 230 km et 20 000 mètres de dénivelé, en binôme et sans balisage. Alors moi j'adore courir à deux, à partager ça, et le sans balisage m'attirait beaucoup, parce que je fais beaucoup de montagnes pour la liberté, que je retrouvais dans mes sorties, parce que je m'entraîne pas, je vais en montagne, dans mes sorties où je vais à chaque fois où je veux, mais en course, le fait de suivre des fanions tous les 10 mètres, la notion de liberté est un peu restreinte. Donc clairement là, c'était le changement, où je me suis orienté vers d'autres formats plus longs, plus authentiques, où il y a cet aspect de liberté d'itinéraire. Et donc ça m'a amené à faire pas mal de choses, dont Bob Graham, dont on va évoquer plus tard cette belle aventure. En marge de ta pratique d'ultra-trailer, tu es aujourd'hui à l'initiative de courses que tu imagines et que tu organises, c'est-à-dire que tu as du mal à t'accomplir pleinement sur les formats de courses officiels existants, ou est-ce que c'est des compléments que tu vas chercher à un choix de courses qui existe aujourd'hui? Ouais, c'était une opportunité. Clairement, sur le choix de courses qui existe aujourd'hui, les dernières courses qui me font vibrer, sont en train de disparaître. La dernière course qui me faisait rêver, c'était ELS 2900 en Andorre. C'est une course très intimiste et c'est simple. Le but du jeu, c'est simple. On part d'un refuge en Espagne à minuit. On est 25 équipes de 2, aucun matériel obligatoire. La seule obligation, c'est de faire les 7 pics à plus de 2900 mètres de l'Andorre. En moins de 24 heures, on passe par où on veut et on arrive à un autre refuge après avoir fait ça. Et ça, c'était vraiment la quintessence de la liberté en montagne. Malheureusement, elle a disparu avec le Covid et par des choix politiques. Mais clairement, en ce moment, il y a de moins en moins de choses avec Dossard qui me font vibrer. Mais pour en revenir à la genèse de la Pika Pika, c'est clairement parce qu'on m'a donné l'opportunité de le faire et on m'a laissé beaucoup de liberté pour faire ma vision un peu de la montagne et de ma pratique sportive. J'ai une vision qui est la mienne, qui est partagée par quelques-uns, mais c'est pas la vision du plus grand nombre. C'est l'heure de la petite pause autodiagnostic, Nahuel. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, que ce soit d'un point de vue physique ou mental? Alors, mes points forts, je sais pas si j'en ai trop. Il y en a, forcément. Ouais. Non, j'apprends. Au regard de ton palmarès et les courses sur lesquelles tu t'alignes et que tu termines, on peut imaginer que tu en as un certain nombre quand même. J'apprends vite. J'ai une faculté d'apprendre vite parce que je fais les choses à 100 000%. Je suis quelqu'un qui est besogneux. En fait, voilà, j'ai besoin. Je fais beaucoup d'heures. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais ça, je l'ai acquis parce que depuis très jeune, c'est ça. Physiologiquement, de faire du sport tous les jours, c'est quelque chose qui est acquis pour mon organisme. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup d'heures. Qui, quand je me lance, je suis très compétiteur.
mais pas compétiteur dans la chasse au podium. Je suis compétiteur envers moi-même. Donc je me mets des défis assez hauts et que je fais le maximum pour et je me donne les moyens de mes ambitions. Mais voilà, c'est vraiment la compétition envers moi-même. Après mes limites, c'est un peu les limites de ça, c'est que je suis excessif. Je suis excessif dans tout, et ça peut être une limite. Clairement, j'ai vraiment performé, j'ai réalisé mes rêves, mais ça demande des sacrifices énormes. Et une des limites que j'ai touchées, c'est quand j'ai commencé à jouer avec la nutrition, parce que voilà, on gagne beaucoup à jouer avec la nutrition, mais j'ai failli, je suis passé proche de la correctionnelle en me privant trop de choses. Et à la fin, je préparais même plus une course, mais j'essayais d'être le plus maigre possible. Et ça, c'est un gros problème. Surtout que je suis un épicurien, j'adore bien manger, j'adore bien boire. Donc voilà, c'est un peu les limites. C'est vraiment, je suis extrême dans tout ce que je fais. Et le fait d'en avoir pris conscience, ça doit t'aider à le corriger quand même. Ah ouais, moi j'essaye d'être. On apprend beaucoup de ses échecs, énormément. C'est très enrichissant. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça que j'apprends vite, c'est parce que j'arrive à identifier mes échecs. J'arrive à prendre assez de recul sur moi-même et d'identifier ce qui va pas. Et c'est très difficile, parce que même pour son ego et pour tout, de se faire l'autocritique est très difficile. Mais c'est clairement grâce à ça qu'on avance vite. Merci beaucoup pour cette présentation, Naël. Pour continuer à en savoir un peu plus sur toi, je te propose de passer à notre rubrique de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise pour toi, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu ? Un personnage de fiction. Alors depuis tout jeune, c'est un peu bête, mais depuis tout jeune, je suis fan de James Bond. Pas mal. Mais ouais, je suis fan de James Bond depuis tout jeune. T'embarques des gadgets sur les courses ou pas ? Non, Est-ce non, que t'as des petits stylos qui permettent de faire exploser les roches qui sont sur ton chemin ? Non ? Non, juste des calories et de quoi boire. Surtout qu'en plus, j'ai aucun point commun avec James Bond. Mais voilà. Sinon, si un personnage de fiction dans lequel là, en ce moment, qui fait plus d'actualité, c'est Sampo Shimazaki. Alors, je sais pas si les auditeurs connaissent. C'est un manga japonais qui s'appelle Vertical et qui est sur la vie de Sampo, qui est un sauveteur montagne volontaire. Donc, je me régale. Ça se passe au Japon, je connais pas non plus. Ah ouais, c'est Vertical, ça s'appelle. D'accord, et le personnage est japonais et l'histoire se passe au Japon. Dans les Alpes japonaises, que j'aimerais découvrir d'ailleurs avec des amis japonais dans la Trans-Japan Alp Race. Et donc, ouais, je suis pas du tout manga. Et donc, c'est Fabien Cointré, le second de la Pika Pika, qui m'a fait, je le remercie d'ailleurs, qui m'a fait découvrir cette saga, et je me régale. Ouais, j'en suis fan. Notre petit conseil lecture du jour. C'est ça, si je veux, voilà, Vertical, ça s'appelle. Alors, c'est un peu troublant au début parce que ça se lit de droite à gauche, mais on apprend très vite. T'as réussi à rouler à gauche en étant en Angleterre, donc tu dois pouvoir lire de droite à gauche aussi. C'est ça, je m'adapte. Faculté d'adaptation. Deuxième question de cette basket chinoise, pardon. Si tu étais un animal, lequel serait-il ? Ah là, voilà, un isard. Un isard, clairement, c'est un animal qui me fascine. Donc l'isard, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chamois des Pyrénées en plus affûté et en plus dynamique, on va dire. C'est le roi des Pyrénées, c'est un animal qui me fascine par sa manière de se mouvoir en montagne. Et en plus, il passe toute sa vie en montagne, donc voilà, clairement. Et en plus, c'est les Pyrénées. Et en plus, c'est les Pyrénées. Ça vit dans les Pyrénées, dans le massif de Cantabrie, qui est un super massif aussi, et je crois un peu dans un massif italien. Mais ouais, ça vient des Pyrénées. Donc clairement, l'isard. Et dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est source d'admiration pour toi ? Tout sport confondu. Oui, Steven Gerrard. Steven Gerrard, quand je joue au foot, voilà, maintenant pour les jeunes, ils doivent pas le connaître, mais c'est le capitaine emblématique de Liverpool. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné dans sa manière de jouer au foot, dans sa manière d'être, dans ce goût de l'effort, dans ce fighting spirit, dans ses qualités. Sa fidélité à son club aussi. La fidélité à son club, bien sûr. Et en plus, je trouve le plus beau dans tout ça, c'est malheureux, mais en fait, quand on idéalise quelqu'un, on le voit un peu comme une légende. Et Steven Gerrard, en fait, ce qui fait sa légende aussi, c'est que au moment où il aurait pu être champion d'Angleterre avec Liverpool, c'est lui qui fait l'erreur sans le vouloir, qui fait l'erreur et qui leur coûte le titre. Et je trouve que ça rapproche un peu plus d'humanité dans tout ça. Et voilà, clairement, Steven Gerrard. Merci beaucoup, Naël, de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, le Bob Graham Round.
Pour en planter le décor en quelques mots, le Bob Graham Round est un parcours de course à pied de 42 fells, autrement dit 42 montagnes ou collines, situées dans le parc national de Lake District, dans le nord de l'Angleterre. Cette course, elle fait partie de ce qu'on appelle les 3 Big Rounds, qui comptent également la Paddy Buckley au Pays de Galles et la Charlie Ramsay en Écosse. Elle comprend notamment l'ascension du Skidoo, du Helvellyn ou encore du Scafell Pike, pour un total de 42 sommets situés entre 700 mètres et 950 mètres d'altitude à parcourir impérativement en moins de 24 heures. C'est là la complexité du jeu et du challenge. Cette course, elle trouve son origine un dimanche de juin 1932 où Robert Bob Graham, qui tient une auberge dans la région des lacs à proximité du village de Keswick, passe la plupart de son temps libre à parcourir les montagnes environnantes appelées Fells, comme nous l'avons dit un peu plus tôt. Inspiré par la longue tradition des Fell Runners, l'Anglais de 42 ans décide de réaliser une boucle reliant 42 sommets, un pour chaque année de sa vie. Il mettra un peu moins de 24 heures pour revenir à Keswick et ainsi réaliser son challenge. Depuis ce jour, l'itinéraire qu'il a emprunté et les sommets qu'il a gravis appartiennent à l'histoire de ce sport. La boucle mesure approximativement 66 miles, soit environ 105 km pour 8200 mètres de dénivelé positif et doit être accomplie dans un délai de 24 heures afin d'entrer dans le légendaire Bob Graham Round Club. Malgré de nombreuses tentatives, le record de Bob Graham a tenu pendant 28 ans, puis il a été battu plusieurs fois jusqu'à ce que Billy Bland, légende de la course à pied, stoppe finalement la progression du record en 1982 avec un temps stratosphérique de 13h53 minutes. Il a fallu ensuite attendre l'été 2018 et la venue d'un certain Kilian Jornet pour que le record descende à 12h52 minutes. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur la Bob Graham. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, Nawel, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Comme souvent dans cette rubrique, nous allons faire la part belle à des considérations gastronomiques, si on peut dire. Qui dit cuisine anglaise dit forcément fish and chips, le célèbre mets national composé de poissons frits dans de la pâte ou de la chapelure et servi avec des frites. Les Anglais en sont grands amateurs, j'imagine que tu le sais, puisqu'ils en consomment chaque année plus de 250 millions d'unités, consommant ainsi à eux seuls le tiers de la production mondiale de cabillaud. Voilà ma question qui pique pour toi, Nawel. Est-ce que tu pourrais me dire quelle place particulière a tenu le fish and chips en Angleterre pendant les 2 guerres mondiales ? Alors, je suis un grand spécialiste de la gastronomie, mais j'ai un défaut, c'est que j'aime pas le poisson. Pour le fish and chips, ça limite l'intérêt, effectivement. Alors, pendant les deux guerres, la place du fish and chips... Ouais, elle a un rôle privilégié au sein de la société anglaise pendant ces 2 périodes sombres. Un petit traitement de faveur que Winston Churchill lui a accordé. Un traitement de faveur ? La gratuité pour tous les militaires. Alors, pas loin, c'est à peu près ça. En gros, il a officiellement reconnu le rôle crucial du fish and chips pour le moral des Anglais en ces temps troublés donc, à l'occasion de ces 2 guerres. Il a décidé que ce serait le seul plat à ne pas être soumis aux règles de rationnement tant ce plat était ancré dans la culture nationale. Donc c'était open bar sur le fish and chips et c'était le seul aliment qui n'était pas rationné à l'occasion de ces 2 guerres. Donc ça montre l'importance que ça peut revêtir dans la culture anglaise. Et j'ai une autre anecdote assez étonnante sur la fish and chips, qui est au moins aussi surprenante. Une étude anglaise de 2015 s'est intéressée aux odeurs préférées des Anglais. Donc on retrouve dans le trio de tête du classement le pain tout juste sorti du four en première place, le bacon et l'herbe fraîchement coupée. Et figure-toi qu'en 9e place, c'est le fish and chips qui est devant les roses, la vanille ou encore les bougies parfumées. Voilà, c'est assez étonnant de voir que le fish and chips est à ce point-là plébiscité et même son odeur qui est, je pense, pas forcément très, très agréable, mais visiblement pour les Anglais, ça sent meilleur que la vanille ou les roses. Voilà, c'est très étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde pense qu'en Angleterre, on mange très mal. Et au contraire, en Angleterre, moi, je me régale vraiment de spécialités anglaises. Moi, ce que je préfère, c'est pas le fish and chips, c'est le Scottish Eggs. Le Scottish Eggs, c'est un œuf mollet enroulé de chair à saucisse et frit. Et je l'ai fait découvrir à tous mes amis après Bob Graham, et ils l'ont validé aussi. Donc, moi, je valide aussi. La prochaine fois que tu organises une dégustation, tu me fais signe, ou je sais pas si tu fais click and collect en ce moment, mais c'est tentant. Eh bien, moi, à charge de faire le Scottish Egg, à ta charge de ramener de la bonne bière anglaise. D'accord, et je ramènerai pas de poisson, j'ai bien noté. Voilà. Bon, ça en est fini de notre question qui pique avec une réponse dont probablement beaucoup de nos auditeurs se fichent and chips. Place désormais à ton Bob Graham Round, une course ô combien épique que tu vas nous faire vivre pas à pas. Pour commencer, Nawel, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à ton premier Bob Graham Round ? Quelle a été la genèse de ce projet qui a été initié au mois d'octobre 2016 ? Mais c'est ça, comme je vous expliquais précédemment, c'est donc après la victoire sur la Ronda, il a fallu se projeter. J'avais fait le sortie du Tour des Géants, qui m'avait vraiment pas plu, parce que c'était pas ma vision de la montagne, et donc il fallait préparer Euphoria. Donc Euphoria, je rappelle, 230 km sans balisage. Donc je me suis dit, c'est le moment de voir ce qui se faisait un peu comme défi sans balisage. Et en discutant, j'ai repéré Bob Graham, et en discutant avec un journaliste ici sportif du monde de la course à pied, Rémi Gégard, et on a discuté, et il m'a dit que c'était un projet qui lui plaisait beaucoup, parce que lui, il préparait la Barclay, je crois.
Et donc, je lui ai dit, mais moi, on y va. Il me dit, avec grand plaisir, eh ben, on y va au mois de janvier. Eh ben, on y va au mois de janvier. On est complètement fou de partir au mois de janvier dans le nord de l'Angleterre. Mais ça me permettait de voir. Et Julian, mon binôme avec qui je faisais Euphoria, parce que Euphoria, je l'ai fait avec un binôme espagnol. Et donc Julian m'a dit, nous, on ira aussi avec 2 autres amis espagnols, on ira au mois d'avril. Et ben j'ai dit, bingo, moi je vais voir au mois de janvier, je vais repérer les lieux, je vais repérer de quoi ça cause. Et après, au mois d'avril, on le refera ensemble. Donc j'avais déjà prévu de le faire 2 fois en 2017. Donc avec Rémi, on a investi on a acheté les cartes, on s'est réunis et on a programmé notre voyage pour le deuxième partie du mois de janvier 2017. Est-ce que tu avais mis en œuvre une préparation spécifique pour ce premier Bob Graham ? Et si oui, à quel aspect tu t'es particulièrement attaché ? Est-ce que ça requérait de t'attacher à des choses peut-être inhabituelles dans ta préparation, ou tu l'as préparé comme les courses du même typologie et même type de dénivelé de terrain ? Mais moi, je sortais de blessures du Tour des Géants, où j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir refaire du dénivelé. Donc c'était un peu une préparation tronquée. Et donc, non, comme d'habitude, j'ai fait beaucoup d'heures. Les années 2016-2017, c'était des années où je faisais 350 000 mètres de dénivelé par an. Donc, à un moment donné, même si c'était au mois de janvier, je m'étais fait des bonnes sorties. Mais voilà, c'était pas une préparation optimale. Mais voilà, ça permettait quand même j'avais quand même dans les jambes de faire les 105 km et 1500 mètres dénivelé de seul round. Sauf que ce que je savais pas, c'était les conditions météo qu'on allait avoir, et aussi la difficulté et la technicité de ces montagnes. Parce que, comme toute personne, on te dit un pic à 900 mètres d'altitude, tu dis, ouais, 900 mètres d'altitude, c'est rien. Sauf que 900 mètres d'altitude dans le nord de l'Angleterre, c'est des conditions entre 3000 et 4000 mètres ici, quoi. Donc il y avait tout ça que j'avais pas intuité, mais j'apprends très vite, et là-bas j'ai très vite appris. Est-ce que tu peux nous parler des grands principes de la course ? Comment est-ce qu'on fait pour s'y inscrire ? Est-ce qu'il y a des contraintes horaires pour le départ, les règles d'autonomie, d'assistance, le balisage ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au-delà de la présentation plus générale que j'ai pu faire de la course tout à l'heure ? Ouais, ta présentation était excellente. En plus de ça, on peut rajouter que donc faut le faire en moins de 24 heures pour faire partie d'un club. Donc il y a un club de membres, comme ça se fait souvent en Angleterre. Donc une fois qu'on valide ça, voilà, on n'est pas finisher, mais on est membre du club avec un numéro qu'on garde à vie. On peut le réaliser donc aussi en hivernal. Donc là, c'est une mention spéciale, et on peut aussi le doubler. Donc si on le fait 2 fois en moins de 48 heures, on a une valorisation spéciale. Donc après, on est libre de partir à l'heure qu'on veut, quand on veut. La seule obligation qu'on a, c'est d'être accompagné sur chaque sommet et de dire les temps de passage au club. Donc la veille ou l'avant-veille, on envoie un mail à ce club. On dit je vais tenter Bob Graham. On dit le sens qu'on va le faire, parce qu'on peut le faire en sens inverse ou dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc c'est au choix. Donc c'est vraiment la quintessence de la liberté. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Et donc et la personne qui va témoigner, en fait, il faut qu'il y ait un témoin à chaque pic. On valide la performance en indiquant tous ces temps de passage au club, ou en plus de ça, on peut aussi mettre un peu de modernité là-dedans en envoyant un trace GPS ou des selfies, ou voilà. Mais le club, avec tous les temps de passage, étudie tout. Ils passent 15 jours en commission, et après ils te disent ou non si pour eux c'est OK ou pas. Donc dans ce cas-là, on est membre, on reçoit un diplôme, et une soirée d'intronisation des nouveaux membres a lieu chaque année. Enfin, ça c'est dans l'ancien monde, et malheureusement, à mon grand regret, on n'a pas pu s'y rendre. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler, au-delà de ton binôme, de l'équipe qui t'entoure sur cette première tentative ? Ouais, alors la première tentative, donc Rémi Gégard, journaliste connu de pas mal de monde dans le monde du running, qui a tenté plusieurs fois la Barclay. Et une semaine avant le départ, s'est joint à Cécile Miquelian, qui à l'époque travaillait un peu pour Rémi, et qui depuis cette aventure est devenue une amie très très proche, une de mes amies très très proches, avec qui je vais en montagne pas toutes les semaines, mais presque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la phase de préparation de l'itinéraire en amont ? Est-ce que c'est une phase qui est particulièrement sensible, voire cruciale sur cette course, toute la préparation, et tu parlais de la carte que tu as achetée ? Est-ce que c'est très important de se plonger de façon très consciencieuse dedans ? Clairement, dès qu'on fait, mais c'est aussi dans d'autres sports, mais dès qu'on sort des sentiers battus, la préparation de la trace GPS, elle est primordiale.
il faut pas télécharger une trace GPS et se lancer sur la trace GPS et la suivre. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je ne suis pas sur Strava, c'est parce que j'ai pas envie que les gens aillent où je vais et prennent mes traces et se retrouvent sur des crêtes et des accidents. C'est super important. Donc le travail sur la trace GPS, la préparer, étudier les cartes, étudier les courbes de niveau, savoir les endroits techniques, savoir la nature du terrain. Une fois que la trace GPS elle est faite, la ratisser pour voir qu'il n'y ait pas d'impair, parce qu'une fois qu'on est lancé, on suit cette trace GPS, c'est notre fil d'Ariane pour sortir de cette aventure. Donc oui, un gros travail de préparation et un gros travail de préparation pour l'assistante, parce que c'est à partir ou de l'assistance en général. Mais quand quelqu'un qui vient nous faire l'assistance, il faut lui préparer vraiment le terrain pour que ça soit le plus facile possible pour elle. Donc oui, un gros travail d'imprégnation. Qu'est-ce que tu attends de cette première Bob Graham ? L'aventure, j'y allais, je voulais voir ce que c'était, voir si ça allait me plaire, et faire un repérage pour la deuxième tentative au mois d'avril. J'ai vraiment pas été déçu. Ce que j'ai vécu au mois de janvier là-bas, c'était vraiment révélateur de quelque chose que j'apprécie énormément dans cette pratique, cette liberté, cette quintessence de montagne libre, c'est cette difficulté à évoluer, de se confronter à cette nature qui comme partout est bien plus forte que nous. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la difficulté, même si on en parlera, mais j'ai frôlé la correctionnelle. On a frôlé la correctionnelle à cause de moi, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, et mon aventure avec Bob Graham n'est pas finie. Nous sommes au mois de janvier 2017, vous êtes au pied du Mount Hall à Keswick, vous vous apprêtez à prendre le départ à 4h du matin. Pourquoi vous avez fait ce choix de partir à 4h du matin ? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça ? Oui, c'est un choix stratégique de ma part. Moi, par expérience personnelle, j'aime pas trop partir en fin de journée sur des courses, comme ça peut être le cas à la diagonale, et j'aime bien partir avec un peu de sommeil, même si c'est pas une nuit complète. Et après, c'est parce que la première partie, on va dire les 10 premiers kilomètres sont pas techniques du tout. Donc, autant les faire profiter de la nuit pour les faire et d'arriver dans les endroits techniques avec plus de luminosité. Sauf que la luminosité dans le nord de l'Angleterre au mois de janvier, on repassera, c'est le cas de le dire. Le premier segment, à savoir les 20 premiers kilomètres de la course, se passe bien pour toi. Les signaux sont en revanche déjà un peu moins favorables quant à la forme de Rémi ? Oui, clairement. Très rapidement, Rémi, il avait mal à la cheville, et cette douleur l'a vraiment contrarié. Et donc très vite, il était dans le dur. Mais c'est pas grave, on est là, et si la cheville tient, on avance, même si on fait pas en 24 heures. Peu importe, c'est pas grave. Si on le fait en 30 heures, on le fait en 36 heures. Tant qu'on loupe pas l'avion pour rentrer en France, je suis pas du genre à abandonner, donc tant que le physique ça va, on tient bon là-bas. On y va. Au deuxième relais, qui est situé à peu près au kilomètre 42, la décision est prise. Rémi ne peut pas aller plus loin. Il cède alors sa place à Cécile, qui se trouve plongée à tes côtés dans cette drôle d'aventure. Oui, la décision a été prise. Ouais, 1 heure. Rémi a pris 1 heure à peu près pour se décider, parce que c'est une vraie question. Et donc, et là, moi, je me suis dit je connaissais pas du tout Cécile, que depuis une journée ou deux. Je savais juste qu'elle avait fait 3e du GRP, 160 km. Donc même si c'est pas vraiment de la montagne, mais c'est quelqu'un qui maîtrise l'ultra-trail. Et là, de but en blanc, je lui ai dit, tu viens avec moi. Et elle était surprise, mais elle m'a dit, ok, on y va. On y va. Donc Rémi, on a dit à Rémi, est-ce que ça te dérange pas de passer de coureur à nous faire l'assistance ? Rémi, il a dit non, aucun souci, avec grand plaisir. Allez-y, on se rejoint au prochain point de ravitaillement. Et donc c'était parti pour une belle aventure. Et donc là, les conditions météo continuent de sérieusement se dégrader. Vous allez vivre alors des moments particulièrement délicats, et vous faites notamment une très grosse frayeur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, clairement. Les conditions, dès qu'on passait 600 mètres d'altitude, elles étaient clairement très très mauvaises. Donc, c'est-à-dire du blizzard, du vent qui nous faisait presque reculer, tout givré, nos montres givrées, nos cheveux givrés, nos frontales givrées. Voilà. Visibilité à 5 mètres ou par moment 2 mètres. Mais il fallait avancer. Et une des spécificités de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a rien qui est balisé, rien qui est... Donc c'était super. Mais malheureusement, très vite, les conditions sur les pierres givrées, donc tout était vraiment
en plus des techniques très dangereux. Et moi, à l'époque, j'avais pas la même expérience que maintenant. Je me guidais avec une montre classique GPS. Et donc, à un moment donné, sur une crête technique au milieu des rochers. Mais c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé, c'est que la technicité a fait qu'on n'avançait pas vite. Et en fait, je voyais qu'il fallait que je continue. Je me donnais à peu près 5-10 mètres pour continuer à avancer tout droit. Et après, il y avait un virage à droite. Et en avançant, j'ai fait un pas, et je me suis retrouvé avec 200 ou 300 mètres de vide sous ma chaussure. Donc là, j'ai hurlé. Cécile, de suite, a compris ce qui s'est passé. Donc, je me suis mis en sécurité. Et grosse frayeur. Mais il fallait surtout pas que je montre à Cécile que j'avais eu peur. Parce on commençait à être vraiment dans des conditions dangereuses. Surtout que si je tombais, Cécile n'avait pas, on avait fait des erreurs de débutant, mais Cécile n'avait pas de quoi se diriger, n'avait pas de carte, on a failli payer cher pour apprendre. C'était mon destin, c'était pas mon jour. Et donc, on a continué, mais les conditions s'empiraient, et à un moment donné, donc, on s'est retrouvé avec une panne de montre GPS, on s'est retrouvé à plus savoir dans quel sens aller, donc on a pris une décision à deux, collégiale, de se dire, c'est dans cette partie-là qu'il faut aller, sauf qu'au bout de 5 km, on s'est rendu compte, grâce à des pierres rouges, un endroit typique, on s'est dit, non mais là c'est sûr qu'on y est passé. Donc on a refait le chemin inverse, la frontale qui a lâché parce qu'il il faisait trop froid, changement de batterie, voilà. On a eu 1000 péripéties. Et je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, Dahu, tu l'as embarqué là-dedans. Toi, t'es là, c'est dans ton environnement ou presque. Tu sais à peu près ce que tu fais. T'es là parce que tu as choisi. Mais pareil, elle est maman. Elle te connaît pas. Elle te fait confiance aveuglément. Et là, je m'en suis voulu. Mais voilà, on s'en est sorti. Finalement, la lumière est venue de la deuxième montre GPS que tu avais sur toi, c'est ça ? Tu portais une deuxième montre qui t'a permis de te remettre sur les bons rails après ce terrible coup de chaud. En fait, on s'est rendu compte que ma montre GPS, elle divaguait. Déjà, pour regarder l'écran, il fallait que je la dégivre. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était perdu aussi parce que la montre, elle était plus du tout précise. Et en fait, on l'a déconnectée. Et par acquis de conscience et par sécurité, j'avais mis 2 montres et je l'avais mis sous mes affaires, donc collé à ma chaleur corporelle. Et dès on a enclenché la trace sur la deuxième montre, et bien de suite la montre a gagné en précision. Et évidemment, notre évolution s'est fait plus facilement. Donc vous avez réussi finalement à retrouver Rémi un petit peu plus tardivement. Et là, c'était la fin de cette première aventure, cette première tentative. C'était impossible et pas raisonnable de toute façon de continuer plus loin. Oui, de toute façon, dans les règles de Bob Graham, il faut être accompagné. Mais moi, après, j'avais aussi donné ma parole à mon épouse que je le ferais pas seul. Donc, je ferais accompagné parce que par sécurité. Et finalement, en tenant ce raisonnement-là, j'ai mis Cécile en difficulté. Donc, je me suis dit, j'aurais pu continuer. J'ai pris l'excellente décision. Et on s'était fait la promesse à Cécile sur la crête. Je lui avais dit, surtout, tu me promets que tu me laisses pas repartir seul. Parce que, comme je suis un peu extrême des fois, j'oublie un peu, je veux foncer, mais là, la question ne se posait pas. On avait frôlé la correctionnelle, mais c'est la vie de la montagne, c'est que la montagne, c'est nous rappeler à quel point la vie est précieuse, et c'est ce qui nous rend peut-être un peu plus vivants. C'est qu'on est connecté à des réalités qui font que, à tout moment, ça peut s'arrêter. Qu'est-ce que tu as ressenti justement à l'issue de cette première expérience sur la Bob Graham ? Est-ce que ça te donne tout de suite envie de remplir et de réessayer et tu veux une nouvelle chance, ou est-ce que ça te dissuade de retenter le coup au printemps suivant ? Ah non, mais c'était même 3 mois après. J'ai mon idée de la réponse, connaissant ton caractère. C'est très bien. Mais j'étais conquis. Et c'est la première chose que j'ai dit aux Espagnols. Je leur ai dit, c'est dur, c'est très dur, encore plus dur qu'on pensait, mais qu'est-ce que c'est bien. Donc tu te projettes très rapidement dans cette nouvelle tentative au printemps suivant avec tes trois copains espagnols. C'est un projet qui finalement ne verra pas le jour pour des raisons familiales ? Oui, j'ai vécu un moment très difficile avec l'hospitalisation de ma fille, qui a eu un staphylocoque, une ostéomyélite. Et donc mes amis espagnols, Julián Morcillo, Tito Parra et Pablo Criado ont été les premiers Espagnols à boucler Bob Graham en 23h50. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais à l'hôpital avec ma fille. Donc j'avais tout été prêt, mais j'ai renoncé, mais aucun souci, c'est la famille avant tout. Et donc, mais c'était un rendez-vous raté, voilà. J'aurais pu être finisher dans le membre de Bob Graham ou pas, qui sait, le destin, on sait pas ce que nous réserve le destin.
Mais voilà, c'était un rendez-vous raté, donc au mois d'avril 2017. Mais tout s'est bien passé pour ta fille et eux ont terminé, donc voilà, finalement, tout le monde est retombé sur ses pieds. C'est clair, ma fille est gambade, pas autant que son père, mais presque. Bientôt. Bientôt. C'est finalement en 2019 que tu reprends le chemin de Keswick, accompagné cette fois de Martin Kern en guise de partenaire de course. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui et nous expliquer comment ton choix s'est porté sur lui? Enfin, je sais pas si c'est une logique de choix, mais en tout cas, qu'est-ce qui lui a plu dans le projet et comment tu l'as embarqué dans cette histoire? Oui, Martin Kern, que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant. Martin, on se connaît de longues années. On s'est d'ailleurs connus dans un refuge en Ariège. Voilà. Martin, c'est la famille. C'est quelqu'un, un très bon montagnard, un excellent coureur et un super mec. Donc, quand je me suis dit, il faut reprogrammer, il faut que je retourne à Bob Graham, ça tombait en évidence que la personne à qui il fallait que je sois, c'était Martin. Martin, même s'il fait beaucoup de compétitions en ce moment, il a vraiment cette âme aussi d'aventurier. Et quand je lui ai proposé, de suite, je pense que je lui ai commencé à lui proposer, il vivait encore en Nouvelle-Zélande. Il m'a dit, je rentre et on fait ça avec grand plaisir. Donc voilà, Martin Kern, pour ceux qui le connaissent pas, il a fini 5e de la diagonale en se perdant il y a 2 ans, et je crois qu'il finit à peu près 10e de l'UTMB, et il a gagné la 6000D, donc c'est quelqu'un de très très solide. Est-ce que tu peux nous parler du reste de l'équipe qui vous entoure cette année-là? Bien sûr. Alors, il y a David Gontier. Alors, David Gontier, Pixel en Sim, c'est un des meilleurs photographes de la planète Trail, et donc que j'ai connu grâce à la Team Craft, dont j'étais membre, et avec qui on a de suite vraiment accroché, on est devenu amis, et c'est un super photographe, c'est un super mec. Et quand je lui ai dit que avec Martin on voulait faire ça, il a dit, Nahu, moi je te suis. Mais David me suit toujours il est un peu fou, David. Je vais faire la PTL, Nahu je te suis, je crée la Pika Pika, Nahu je te suis, il monte sur les 3000 ariégeois en pleine nuit, David, et pour l'anecdote, on faisait la veille, on était parti faire un shooting et repérer le parcours à Scafell Peak, le point culminant d'Angleterre. On était dans la neige, dans des conditions abominables. Et il me dit, et dire que Nature Trail, il m'avait proposé d'aller couvrir le stage de l'équipe de France dans le Cantal. On est mieux à faire l'aventure avec vous ici. Il était gelé. Deux ambiances. C'est ça. Non, mais je le salue. Si vous voulez voir un peu la qualité de son travail. Regardez son travail, c'est fabuleux, je confirme. David Gontier, Pixel en Sim. Et en plus de ça, c'est vraiment un super mec. Et 4e, parce qu'il fallait l'assistance aussi, parce que David ne peut pas tout faire. Et là, Johan Mornay. Alors, Johan Mornay, il est prof de PS à la fac de Font-Romeu. Il s'occupe du DU Trail là-bas. C'est un excellent mec. Et il nous a rejoints pour nous faire l'assistance, et plus que ça, parce que je crois qu'il s'est fait 40 bornes et 4500 mètres de D+, à nous suivre. Et voilà, une belle équipe. Comment sont les conditions météo sur la course au début du mois de mai? Est-ce qu'elle est théoriquement plus favorable à ces périodes de l'année, comme on pourrait spontanément l'imaginer? Oui, sauf que là-bas, les croyances météorologiques là-bas sont tout change. Ça pourrait balayer, oui. Tout change tout le temps, en permanence. Une journée, ça peut être 4 saisons. Et ça, je l'ai appris parce qu'en 2018, j'ai été essayé avec des amis espagnols, essayé Charlie Ramsey. Et en fait, le gardien du refuge où on était, il nous a dit, ici, il a plu toute l'année. Donc, mois de mai, on s'attendait à avoir de la pluie, c'était sûr. On s'est dit peut-être quelques flocons, mais on s'attendait pas à avoir autant de neige. L'Angleterre est pleine de surprises. Et si on parle de toi, dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'approche de cette course en comparaison de ton état de forme sur la tentative de 2017? T'es mieux, t'es moins bien? À peu près au même niveau que 2017, je pense. Parce que même si la saison avait un peu plus avancé, donc j'avais plus de kilomètres dans les jambes, le fait que maintenant j'ai un travail qui me prenne plus de temps, mais je suis moins performant, donc voilà. Donc à peu près pareil qu'en début de saison 2017, même si voilà, je suis moins performant que mes meilleures années, mais je suis suffisamment prêt pour faire Bob Graham sans souci. Le souci, c'est que je suis avec Martin, et que Martin, moi, donc on l'a fait, vu que c'est la vitesse d'un binôme en montagne, c'est celle du plus lent, donc on l'a fait en 22h30, donc c'était mon rythme à moi. Martin pouvait très bien le faire en 18h, en 17h, voire en 16h. Je sais pas, Martin, il a plein de ressources. Moi aussi, d'ailleurs, mieux préparé, avec plus de temps, bien sûr, je peux le faire. Mais voilà. Donc, à peu près pas à 100% de ma forme, mais pas au ras des pâquerettes non plus. Voilà. Est-ce que tu as tiré des enseignements de ta première participation et décidé de faire certaines choses différemment cette fois-ci?
Oui, j'ai beaucoup appris depuis pour la première participation, parce qu'il y a eu la victoire sur le 233 km avec Julian de l'Euphoria, donc 233 km, 20 000 mètres de dénivelé, sans balisage, en navigation. On a mis 70 heures pour le faire, donc là, et plus toute la montagne après que j'ai fait, le LS de 1900, voilà, sans navigation. Une nouvelle fois l'Euphoria avec Nerea Martinez l'année suivante, ou une nouvelle fois, voilà. Donc c'était quelque chose que je m'étais imprégné. De naviguer en montagne sans balisage, c'est quelque chose que j'avais imprégné, et aussi que j'ai beaucoup imprégné ici, avec le contact aussi des gens qui sont tout le temps en montagne, c'est-à-dire les bergers, et que quand on fait de la montagne à l'œil, de savoir lire une montagne, de savoir là où on va passer, là où on peut passer, ou là où ça va pas passer, et bien ça on peut le transposer dans n'importe quelle montagne. Donc j'avais beaucoup plus d'expérience là-dessus. Et c'est clairement un plus. Parce que pour l'anecdote, à un moment donné, avec Martin, on était perdus. Donc moi, de mémoire, j'avais une montre Garmin, Martin avait une montre Shunto. La montre Garmin, elle disait à droite, la montre Shunto, elle disait à gauche. Et donc là, dans ce cas-là, on sort l'application GPS du téléphone, du smartphone, qui géolocalise au mètre près, même sans réseau, avec un fond de carte. Et là, ça fait... vous dit tout droit. Et voilà, qui dit presque ça. Mais voilà. Donc c'est beaucoup d'expériences en plus qui font que voilà, on évite les pièges. Et est-ce qu'il y a malgré tout une chose que tu appréhendes plus particulièrement ? Que j'appréhende toujours l'humilité par rapport à la montagne et aux éléments, quoi. Parce que je sais à quel point la montagne est difficile là-bas, à quel point les éléments peuvent être difficiles. Et de toute façon, à partir du moment où on est en montagne, on se doit d'être modeste. Donc il y a des choses, il peut arriver tellement de choses. Donc voilà, on a fait le maximum, on a fait le maximum par rapport au temps que j'avais pour être prêt. Donc après, il y avait plus qu'à profiter, quoi. 4h du matin, c'est reparti pour un sacré tour au départ de Moot Hall. Le début de course se passe de façon maîtrisée. Vous arrivez au premier point de passage au kilomètre 20 à Strekel, je ne sais pas comment prononcer, après avoir partagé de longues et plaisantes discussions. Et pour ne rien gâcher, vous êtes en avance sur le timing estimé. Est-ce qu'on peut parler d'un début de course idéal ? Ouais, idéal. Avec Martin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu trop de temps de discuter, donc on a passé du temps à discuter. On s'est parlé de nos soucis, nos moments de bonheur aussi, mais nos soucis. Donc on s'est fait un peu une séance de psy. 20 km avec les soucis, ouais. C'est ça, parce que moi, mon fils avait quelques soucis de santé. À ce moment-là, je crois que Martin est en train de se séparer, ou il s'était séparé. Donc voilà, on a versé quelques larmes, mais on avançait bien. Donc c'était très bien. Le parcours, là, je le connaissais très bien. Martin, je me suis vite rendu compte qu'il volait. Donc, et en plus, la météo était bonne. Donc il faut savoir apprécier les bonnes choses, et dans un tel périple, d'avoir une météo bonne dans l'Angleterre, il faut savoir le savourer. Donc comme sur des roulettes. Vous vous êtes lancé ensuite pour une deuxième section qui vous mènera jusqu'au kilomètre 40. Les conditions continuent d'être favorables sur la première partie de ce segment, en dépit de l'ascension assez costaud de Clog Head et de ses 650 mètres de D+, en seulement 2 km. Oui, là, ça reste, c'est comme on l'aime. C'est tout droit. C'est tout droit dans le très vertical. C'est la montagne comme j'aime, quoi. Donc, on avance pas vite. Chichi. Mais on avance. Ah oui, là, il n'y a pas de chichi. Là, si tu veux t'allonger, t'as juste à tendre le bras, t'es allongé. T'as les dents dans l'herbe. La seconde partie de cette section, elle se passe par contre un peu moins bien, avec des conditions de météo qui deviennent changeantes et qui sont soudainement très défavorables aux abords du lac de Griseltarn. Clairement, c'est impressionnant dans le reportage photo de David, c'est qu'on passe une première fois à ce lac, donc là il y a Johan qui était venu nous rejoindre et David pour faire le suivi pour Nature Trail, et on passe une première fois au lac où on voit le lac, on fait le sommet qui est au-dessus, on revient 3/4 d'heure après, le lac, il y a de la neige partout et tout est blanc. Donc on comprend que tous les nuages qui étaient autour de nous, là ça y est, on est venu pour ça, et on y est dans les conditions extrêmes. Vous en aviez rêvé ? C'est ça, on avait signé pour ça, et ils nous ont pas menti sur la cam. Vous arrivez finalement à rejoindre le deuxième ravitaillement qui est au kilomètre 42, l'occasion d'avaler rapidement un carrot cake et de vous changer intégralement. Tu fais alors le choix d'une veste qui s'avérera assez préjudiciable pour le reste de la course. Et voilà, tu vois, on parle d'expérience, mais tu vois, je te disais que j'étais encore mieux préparé, mais j'ai encore appris. C'est que j'ai pris une veste, une simple veste de mon ancien équipementier Kraft, qui est des vestes pour l'UTMB, étanches à 10 000 Schmellenberg. Sauf que là-bas, avec ça, c'est comme si tu te baladais en string, quoi. Et donc j'ai pris cette veste pour faire sécher ma Gore-Tex. Voilà, une Gore-Tex imperméable 28 000. Ça m'a porté vraiment préjudice.
parce que au bout d'une heure sous ces conditions là-bas, même moins d'une heure, j'étais trempé comme une soupe. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas en montagne, la veste du matériel obligatoire de l'UTMB à 10 000 Schmelberg, ça suffit pas, parce que là, c'est pas l'UTMB. Donc voilà, j'ai des prix à défaut. Et maintenant, mes vestes font à minima 23 000 ou 28 000 d'étanchéité. Devant vous s'annonce la 3e section, la section la plus longue et la plus difficile de la course, avec un enchaînement de pics dans des conditions particulièrement difficiles. Est-ce que tu peux nous parler des premiers kilomètres de ce 3e tronçon ? Là, les premiers kilomètres, c'est très vertical. Et après, c'est des tourbières. C'est des tourbières totalement hors sentier. Et des souvenirs d'avoir les chaussures qui restent prises dans les tourbières. La vitesse de déplacement n'est pas optimale dans ces conditions-là. Mais ça fait partie du charme. Et après, très vite, on arrive dans le minéral. Dans le minéral et une partie après qui devient plus technique. Vous approchez alors de Tsunaka Knot, qui est le 20e sommet de la course, et vous faites une étonnante rencontre sur votre chemin ? Oui, mais en fait, les montagnes là-bas sont pleines de belles rencontres. Mais donc moi, j'étais dans ma Gore-Tex trempée, j'avais froid, j'avais le pantalon, j'avais le bonnet, j'étais transi de froid. Et on croise un autochtone en short, et peut-être il avait un kawaii. Et on le croise à un sommet, il nous voit, et on échange avec lui. Martin est totalement bilingue. Moi, je suis I am very bilinguage. Je fais du franglish, mais je parle. Donc, on a fait une conversation à 3, super intéressante. Et quand il a su qu'on faisait Bob Graham, il nous a suivis pendant de nombreux kilomètres. C'était un moment où je manquais un peu d'eau. Il m'a donné toute sa boisson énergétique, il m'a tout donné. Il aurait pu me donner sa chemise, presque. Et il avait les yeux qui brillaient de savoir qu'il aidait des Français qui étaient venus spécialement de France faire Bob Graham. On avait un paceur de luxe. Est-ce que globalement, c'est une période où vous êtes un peu plus en difficulté quand même moralement, au-delà de ce moment-là qui a dû vous rebooster ? Est-ce que vous commencez un peu à accuser le coup ? Là, vous avez une bonne 50aine de kilomètres dans les pattes. Est-ce que ça commence à marquer un peu ? Moi, oui. Moi, là, d'ailleurs, c'est la seule tronçon où on a perdu un peu de temps. C'est que moi, avec le froid, et peut-être la préparation physique n'est pas optimale, mais là, j'ai eu un coup de moins bien. Martin, lui, il se promène, il est en moonwalk. Mais moi, j'ai eu une période un peu moins bien. Et après, très vite, quand on s'est retrouvé dans le technique, comme je me suis rappelé que c'est là où j'avais failli avoir un accident, mais très vite, la concentration et l'adrénaline a fait que je me suis... Mais j'ai eu 2-3 heures difficiles. Oui, parce que là, vous avez devant vous maintenant des conditions et un terrain qui continue de se dégrader, qui impose beaucoup de concentration, tu l'as dit, et puis une importante maîtrise technique. Là, on est quand même sur des niveaux d'exigence et d'engagement un peu plus élevés que ce que vous aviez connu précédemment. Donc, vous arrivez à bien gérer cette partie-là ? Ouais. Bon, après, voilà, Martin se débrouille très bien sur le technique, c'est mon élément aussi. Mais ça demande la concentration et de la fatigue, c'est surtout avec l'humidité, les pierres glissent. Et après, ce qui nous a fait du bien aussi mentalement, c'est que aussi il y a Johan et David qui sont venus à notre rencontre faire des clichés. D'ailleurs, il y a une photo splendide de David. Et ça nous a fait du bien, parce qu'on a revu des gens qu'on connaissait. Donc, en plus de l'anglais et de les revoir, ils nous avaient apporté un peu de ravito. Donc ça, c'est des moments qui font beaucoup de bien. Et dès qu'on les a revus après, c'est reparti. Je suis reparti dans une bonne spirale. Et c'était reparti. Mais ouais, ça fait du bien, tous ces leviers psychologiques en ultra. C'est une aide vraiment précieuse. Tu l'as dit tout à l'heure, lorsque vous arrivez à Wasdale Head, qui est le 3e point de ravitaillement de la course, vous êtes toujours en avance sur les prévisions globales et sur le timing de 24 heures, et vous concédez pour la première fois un peu de temps sur cette section que vous venez de parcourir. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ? Est-ce que vous dites qu'il est possible que vous n'arriviez pas à tenir la cadence ? Comme on avait de l'avance, non, pas trop. Et par rapport à mon expérience que j'ai de l'ultra et mon expérience par rapport à moi-même, je me connais quand même bien. Et là, je me suis vite rendu compte que c'était une alerte, qu'il fallait pas que ça se reproduise, mais que normalement, on a bien mangé. On a eu du beau temps à Wasdale Head. On s'est ravitaillé. D'ailleurs, Martin, il me dit, mais maintenant c'est bon, la Gore-Tex, on peut la laisser tomber. Et finalement, heureusement que non, parce qu'après on a repris de la grêle, on a repris de la neige. Mais comme quoi, l'Angleterre, il y a 4 saisons à une journée. Donc on s'est bien ravitaillé. Voilà, un peu de carrot cake, un peu de shortbread, et c'était reparti. Pas de fish and chips et c'était reparti. Non, pas de fish and chips. Et donc là, la nuit commence à tomber, la météo, elle change encore radicalement. Dès le premier sommet de cette 4e section, vous allez vivre une période qui va être particulièrement délicate. À ce moment-là, on est à peu près aux alentours du 75e kilomètre. Oui, c'est une partie très technique. Je crois que cette 4e partie de mémoire, je crois qu'elle va faire 17 km et 1900 mètres de positif. Et très technique. Et donc dans la grêle, un gros chantier comme on les aime. Sauf qu'à par moment, dans la nuit noire, et à un moment donné, on s'est retrouvé face à un nouveau mur.
Et parce que là, c'est très vite, on se retrouve vraiment, c'est le cas de le dire, au pied du mur, quoi. C'est des gigantesques faces on se demande déjà par où on va passer, comment on va pouvoir grimper dessus. Et Martin, à un moment donné, il me dit, mais David, c'est pas là-bas qu'on va le prochain sommet. Et moi, je me dis, non, mais j'espère pas, parce que on savait très bien pertinemment tous les deux que c'était là-bas qu'il fallait aller. Et voilà. Donc c'est la première fois où l'extraterrestre Martin Kern a eu un moment de doute. Il a montré qu'il était humain. Ouais, c'est ça. Et après, à l'after. Mais ça, mais on le racontera pas dans le podcast, ce sera dans le bêtisier. Ouais, non, mais oui, c'est le seul moment où il a eu un moment de doute. Il s'est dit là, quand même, c'est quand même un sacré chantier. Mais voilà. Après, les seuls moments de doute qu'il a eu, Martin, c'est mais comment Kylian il a fait pour mettre 13 heures, comment Kylian il a fait pour mettre 13 heures. Mais après, c'était pas du tout les mêmes conditions. Mais voilà. Mais d'ailleurs, Kylian, tu en as parlé, a fait une belle publicité à ça, à Bob Graham Brown, parce que personne ne le connaissait. Et on se rend compte à quel point Kylian peut mettre en lumière les choses. La navigation, elle joue un rôle particulièrement sensible dans ces passages nocturnes où la moindre erreur peut se payer très cher. Est-ce que vous êtes serein sur vos choix de navigation à cet instant-là? Vous êtes en contrôle et en maîtrise de cette partie de navigation? C'est dans cette partie-là aussi qu'il y a eu cette fameuse anecdote là que je disais précédemment. C'est que, à un moment donné, on savait plus si c'était à droite ou à gauche, et qu'une montre disait à gauche, une montre disait à droite. On avait mis esprit sur deux montres de marques différentes, et on a dû sortir le smartphone. Clairement, les applications maintenant de géolocalisation avec les smartphones, ça aide. Donc, à un moment de doute, on savait qu'on avait tout pour ne pas être perdu, quoi. Donc ça sécurise vraiment. Vous arrivez au kilomètre 90 à Onister Pass, dernier ravitaillement avant la 5e section, un grand moment de soulagement pour vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites que le plus dur est fait et que la course est pliée, si on peut dire? Oui, clairement. Pas pliée, non, parce qu'il faut être modeste jusqu'au dernier centimètre de course ou d'aventure. Mais oui, on connaît la dernière partie, on l'a faite 2 jours avant. On sait ce qui nous attend. Je crois de mémoire, c'est à peu près 17 km aussi, mais que 800 de dénivelé. Donc on sait qu'on a une grosse butte. Les 3 derniers pics, on les connaît. Et donc après, c'est juste la redescente, pas se perdre dans la redescente, de pas faire d'erreur de navigation dans la descente. Et sachant qu'à la fin, il y a peut-être 6-7 km de route. Alors j'aime pas courir sur la route, mais pour finir l'aventure, voilà, quand t'es quand t'abordes la dernière partie, t'as tous les voyants qui sont ouverts, quoi. T'as tous les voyants qui sont ouverts. Physiquement, ça va, il y a pas de pépins, on se ravitaille bien en pleine nuit dans la voiture, on mange bien, coca, Vous êtes dans les temps? On est dans les temps, on a le temps, voilà. Même je crois que la dernière partie, il estime en 3 heures, et nous, je pense qu'on avait déjà, même en faisant plus lentement que ce qu'ils estiment pour le faire en 24 heures, on était dans les temps. Donc on était confiants. Vous franchissez la ligne d'arrivée après 22 heures et 32 minutes d'effort et devenez les premiers Français à boucler le Bob Graham Round. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de fierté, du soulagement? Est-ce que c'est la fatigue physique qui l'emporte et qui t'empêche de savourer pleinement? Non, là j'ai vécu un grand moment, parce que c'est Bob Graham, voilà, c'est moi qui ai embarqué toute l'équipe là-dedans. C'est un truc qui me tient à cœur depuis 2016, et comme je disais précédemment, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et plus les péripéties qu'on a eues lors de ma première aventure, où j'ai failli quand même y laisser la vie. La deuxième fois avortée avec ma fille, avec son ostomyélite, avec 10 jours d'hospitalisation, qui était perfusée de partout, ça m'a beaucoup touché. La réussite de mes amis espagnols, qui m'a fait beaucoup plaisir. Et là, de le faire, de réussir, et en plus, qui plus est, entouré de 4 amis, parce que Martin, Johan et David sont des amis. J'ai eu vraiment comme le sentiment du devoir accompli. Vraiment, c'était un grand moment. On a bu une bonne bière, et ça fait du bien, bien fatigué, et après on a été fêter ça. Comme il se doit. Nous l'avons dit, vous êtes les premiers Français à terminer ce Bob Graham Round, et vous avez ainsi le privilège de rejoindre le très sélectif Bob Graham Club, composé de seulement 2269 membres à ce moment-là, qui sont donc autant de finishers de la course. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est symboliquement très fort à vos yeux? Oui, le symbole, j'aime bien les symboles. Ça vaut le diplôme que j'ai reçu, ça vaut. Je n'ai jamais été fan des coupes, et encore moins des médailles ou autres valorisations internet ou de com ou de je sais pas quoi. Mais juste sur ce petit bout de papier de diplôme de finisher, ça m'a fait plaisir. C'est quelque chose qui me touche. Malheureusement, j'ai pas pu prendre part à la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres, ni Martin. C'est un moment que j'aurais vraiment aimé vivre.
Est-ce que vous aurez l'occasion d'y aller? Est-ce qu'ils peuvent, ça se reproduit? Est-ce que vous pouvez être dans la prochaine vague de nouveaux membres? Ou est-ce que vous avez manqué Je sais votre pas. tour malheureusement? Je crois qu'on a manqué notre tour. Je crois que les Anglais, par rapport à ça, ils sont très, très, très à cheval. Mais ça n'empêchera pas d'aller les rencontrer. On a sympathisé un peu avec les membres du club. Et si c'est possible, ouais, ça sera avec grand plaisir. Parce que je compte y revenir. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course? Les conditions. Clairement, toutes les personnes pas qui font du travail, mais les personnes qui aiment la montagne, je les encourage vivement à y aller. Parce qu'en plus, Keswick, c'est une ville formidable. C'est splendide. Mais les conditions météo, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt. Et qu'on le veuille ou non, pour lutter contre ces conditions météo, il y a un aspect matériel aussi qui est indéniable, quoi. D'avoir du bon Gore-Tex, avoir du bon matos, d'être prêt, d'avoir du change aussi, c'est très important. Et voilà. Les conditions météo là-bas sont clairement quelque chose qui m'ont marqué. Et la technicité de leur montagne et la verticalité de leur montagne. C'est que ça monte fort. Donc moi j'aime ça parce que dans les Pyrénées c'est un peu pareil, mais il faut y être préparé. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de ce Bob Graham Round? Oui, il y en a quelques-unes, mais ouais, il y en a quelques-unes. Notre arrivée avec Martin à Keswick, cette église de Keswick, ce Moon Hall, il a déjà tellement de charisme par lui-même. Et d'arriver là en pleine nuit, avec mes baskets, parce que pour les 5 derniers kilomètres, j'avais préparé des baskets, avec ma foulée légendaire du bitume, et on arrive là, en pleine nuit, au milieu de nulle part. Et c'est ce que j'aime un peu dans la montagne, c'est faire de la montagne librement, avec parce que là-bas, les montagnes, ouais, c'était rempli d'émotions, cette photo de David, là où on arrive avec Martin, d'arriver là, et de se dire, que voilà, un défi de réaliser, un beau défi de réaliser, et c'était un grand moment. Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi? Oui, comme toute chose, on apprend énormément, mais on apprend surtout ses erreurs. Donc, il faut être à l'écoute de ses erreurs, savoir se faire l'autocritique. Et j'ai encore beaucoup appris, comme j'apprends à chaque aventure d'ultra-endurance. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans ce sport. C'est que si on arrive à déceler les bons signaux et à avoir de l'autocritique, on apprend très très vite. Tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure, c'est une course que tu envisages de refaire un jour. Est-ce que tu peux nous dire quelle forme va prendre cette prochaine tentative, puisque dans ton esprit, elle sera un peu différente de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant? Ouais. Oui, mais avec Cécile, j'aimerais accompagner Cécile dans sa réussite de faire Bob Graham. Bon, peut-être pas en 24 heures, mais de l'accompagner de A à Z pour boucler un peu ce qu'on n'a pas pu faire ensemble, ou pour mettre un point final à cette histoire. Je serais honoré de l'emmener avec quelques amis là-bas. Et après, moi, j'aimerais le faire en hivernal, et j'aimerais la faire en double. Donc ça, c'est des projets. Je suis encore jeune, en ultra-endurance, j'ai 36 ans. Donc quand j'aurai un peu moins de travail, un peu plus de temps, sachant que j'ai fait une tentative à Charlie Ramsay, qui a été avortée, et l'année dernière, j'avais pris les billets. Je devais y aller avec mon binôme espagnol Julian et David pour Nature Trail. On devait aller à Charlie Ramsay, c'est la même chose, mais en Écosse. Et donc, oui, j'ai vraiment l'objectif d'être finisher de ces 3 big rounds. Merci beaucoup Navel de nous avoir fait vivre à tes côtés ces mémorables expériences dans le nord de l'Angleterre et puis de nous avoir fait vibrer surtout à l'occasion de cet incroyable exploit que vous avez réalisé. On va parler un peu maintenant d'avenir et de tes futurs projets. Est-ce que tu peux nous parler de ton agenda 2021? Quels sont tes projets pour les mois à venir? Alors les projets de 2021, là dans le mois à suivre, il y a un projet de sortie de film. En fait, l'été dernier, en 2020, l'Andorra Ultra Trail, course qui était vraiment chère à mon cœur et chère au cœur de tous les montagnards, a disparu pour des raisons de Covid et de politique. Et nous, on a dû annuler la Pika Pika aussi. Donc je me suis dit, comment faire un hommage à ça. Et donc j'ai créé une trace qui fait 158 km et 15 500 mètres de D+, qu'on a réalisé avec plein d'amis, et dont le film va sortir là dans le mois à venir, qui s'appelle Sur la trace de mes rêves. Donc voilà, une trace de 100 miles avec 15 500 mètres de D+, sur les 3 pays des Pyrénées. Et il va y avoir une suite à ça. C'est que dans le même esprit, sur les 3 pays des Pyrénées, on va faire une trace cet été de Torn, Tour en catalan. Et donc, ça va être une trace que j'ai tracée dans le même esprit, qui fait 350 km et 32 000 mètres de D+. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va réaliser cet été. Et après, les 2 gros projets, ça serait de réaliser Nolan 14 et de réaliser Trans-Japan Alp Race,
Donc voilà les projets. Mais le problème, c'est que maintenant, avec le Covid, c'est difficile de se projeter. Donc voilà l'avenir. Tu vas trouver t'occuper en tout cas pour les prochains mois et prochaines années en espérant que tout revienne dans l'ordre, mais en tout cas les projets sont bien au rendez-vous. Tu sais déjà c'est ça, à quoi tu veux te consacrer. Mon aspect professionnel prend le pas un peu sur ma pratique sportive, c'est que j'ai découvert l'ultrabike, je me suis mis un peu à l'ultrabike. Autant j'avais résisté à la pratique du vélo en compétition parce que c'est pas quelque chose qui me plaît du tout, mais l'ultrabike, depuis cet été, le virus du ultrabike s'est développé en moi. Tu ne t'es pas fait vacciner Non, au contraire, non. tu te l'es fait inoculer. Il faut pas se faire vacciner contre l'ultra-endurance ou contre le sport, même si, il faut être honnête, c'est quand même des pratiques quand même qui sont qui demandent de l'investissement sportif et familial et tout, donc c'est pas, ça a beaucoup de vertus, mais il y a des limites. Mais non, je conseille à personne de se faire vacciner contre l'ultra-endurance, et donc que ce soit à pied ou en vélo. Et donc j'ai quelques projets aussi en vélo, du genre faire l'UTMB en gravel ou après peut-être le Tour des Géants, pareil en gravel. Vu que dans un podcast j'ai dit que c'était une course de gravel par rapport à ce que je vois de la montagne, mais il va falloir assumer mes dires. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, la devise qui te guide ou qui t'inspire dans la vie. Est-ce que tu as un motto à partager avec nous ? Ouais, j'ai une phrase de Victor Hugo qui m'inspire beaucoup et que je me ressasse souvent. Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Et voilà, cette phrase m'inspire beaucoup. Et je crois quand on va un peu plus loin dans ce poème, et je crois que ça dit il n'y a rien de pire que d'exister sans vivre. Donc voilà, c'est quelque chose que je me répète. Et après, par rapport à la situation actuelle, je pense que c'est important d'essayer de rester le plus libre possible. Donc la montagne nous offre ce terrain-là. C'est ma vision de la montagne, c'est que voilà, il y a on va faire 2 motos. Le deuxième, c'est le moto de la famille Lacume, les amis de la famille Lacume des bergers d'ici, qui dit la liberté, c'est la richesse des gens de là-haut. En parlant des montagnards. Donc voilà mes deux motos. Très joli moto. Merci beaucoup, Nawel. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce Bob Graham Round, un défi sportif vraiment hors du commun, mais aussi une aventure humaine exceptionnelle qui a marqué ta vie au fer rouge. Bravo encore à Martin et toi pour cette remarquable performance, et sois sûr que nous suivrons avec attention ta prochaine aventure du côté de Lake District et puis toutes les autres dont tu nous as parlé il y a quelques instants. Merci encore pour nos échanges, Nawel. Ça a vraiment été un immense plaisir de pouvoir parler avec toi et de prendre le temps de nous plonger dans cette course vraiment phénoménale. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis beaucoup de réussite pour tes futurs défis, et je sais qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très bientôt. À bientôt, et un grand merci à toi, Guillaume, et à tous les éditeurs qui vont prendre le temps de nous écouter. Merci à tous. Merci, Nawel. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.